C'est l'histoire d'un grand amour, d'une vie bourgeoise tranquille, exposée aux pires menaces. L'histoire d'Erna, qui découvre brusquement qu'elle a des ancêtres juifs, et d'Helmut, qui échafaude un plan périlleux pour que sa famille échappe aux persécutions nazies. Leur fils, Hans Machemer, a donné accès à ses archives familiales. Une collection unique qui renferme des centaines de lettres, de photos et plus de 9 heures de séquences filmées. Des documents d'autant plus impressionnants qu'Helmut et Erna y ont consigné leur vie pendant des décennies. Y compris lors de l'avancée allemande sur le front de l'Est. Été 1941. Le monde est en guerre. L'Allemagne a envahi l'Union soviétique. Au milieu de tout cela, Helmut Machemer, devenu médecin militaire, décrit les offensives, son travail, et évoque sans relâche sa principale préoccupation. En décembre 1941, il écrit à son épouse: « Il y va du sort de mes 3 enfants. Et cela doit être expressément dit, connu et reconnu. Je dois parvenir à les faire déclarer à rien. C'est là le seul et unique moyen de tirer un trait sur cette affaire. Et pour toujours. » Hans Machemer est encore enfant à l'époque. L'histoire de ses parents et de leurs ancêtres a longtemps été taboue dans la famille. Ma mère ne nous a jamais rien confié de personnel à nous, ses fils. Ça laisse songeur de penser que toute sa vie, elle n'a parlé qu'une seule fois de sa relation avec mon père. Et j'étais déjà étudiant. Elle a dit « J'aimais beaucoup votre père ». Ce n'est qu'à l'âge adulte que Hans Machemer a découvert à quel danger il avait été exposé petit et quels événements dramatiques ses parents avaient traversés. Erna et Helmut se rencontrent à l'été 1929, lors d'une excursion au lac de Constance. Erna a 20 ans et vient d'entamer des études de médecine. Helmut a 26 ans et prépare une thèse en zoologie. Il semble promis à un avenir radieux. Tous deux profitent de leur liberté et s'échangent des lettres enflammées. Lorsque je me couche le soir, j'étends les bras pleins de désir. Mais je dois me résoudre à les refermer sans t'enlacer. Tu as, je le sens, largement conquis mon âme. Les perles fraîches de ton collier bleu sont un chapelet que j'égrène en pensant à toi. Si tu pouvais être près de moi à cet instant et me caresser les cheveux en me parlant de ta voix douce. Après sa thèse de zoologie, Helmut décroche son diplôme de médecine avec la mention « très bien ». Dans la foulée, il commence son internat à Mayence. Pendant ce temps, Erna continue ses études à Fribourg, puis à Berlin. Elle est une des premières femmes à faire des études. Une chose impensable à la génération précédente. Sa mère était d'une époque où les jeunes filles de bonne famille n'avaient pas d'autre objectif que d'épouser un homme de leur rang. Ma mère a atteint la majorité dans les années 20, qui portait avec elle des idées nouvelles et des changements révolutionnaires. On ne voulait plus vivre selon ce modèle.
Au début, Erna et Helmut passent très peu de temps ensemble, tant leurs lieux d'études et d'activités sont éloignés. Leur rêve d'un avenir commun n'existera des mois durant qu'à travers leurs lettres. Nous avons l'éternité devant nous. Je ne veux rien savoir de l'avenir. Tout ce qui m'importe, c'est de t'avoir près de moi et que tu m'aimes. Quand je vais à travers champs, je pense à toi et cueille les fleurs comme tu le fais. À chaque endroit où nous sommes allés ensemble, je pense à toi. Je les ai tous revisités. La chapelle, le banc au soleil près de la forêt, le chemin qui borde les bois et traverse le pré. Te trouver a été le plus beau miracle de ma vie. Moi, l'âme solitaire aux aspirations profondes et toujours en quête. Tu m'as rendue plus heureuse que je ne l'avais jamais été. 1929. La crise économique mondiale frappe durement l'Allemagne. En quelques années, le nombre de chômeurs dépasse les 6 millions. Les gens souffrent de la misère et de la faim. Les slogans nazis galvanisent les foules. Depuis l'élection du Reichstag en septembre 1930, le NSDAP, le Parti national-socialiste, est la deuxième force du pays. De plus en plus de familles se préoccupent des questions d'ascendance. Et la famille d'Helmut en fait partie. Lors d'une excursion en montagne, Hans, son frère, s'étonne qu'Erna ne corresponde pas à l'idéal féminin allemand. C'est à cette occasion, semble-t-il, que Hans a dit quelque chose comme « Erna est une fille super et super belle aussi, mais elle n'aurait pas un peu l'air d'être juive ?» Mon père n'a pas su quoi répondre, et c'est apparemment suite à cela qu'il a demandé à ma mère si elle était d'origine juive. La réponse d'Erna ne figure pas dans les archives. Mais la question de son ascendance semble beaucoup l'inquiéter. Quelques semaines plus tard, elle écrit à Helmut. « Bon sang, elle, je n'ai pas le type germanique. Dois-je laisser le doute s'installer en moi? J'ignore tout, mais si je le savais, je ne suis pas sûre que j'aurais le courage de continuer à vivre. » Cette lettre d'Erna a été chiffonnée, puis défroissée. L'a-t-elle jamais envoyée? Le couple vit bien, malgré la crise économique. Il s'offre même des vacances au sport d'hiver. Dans un premier temps, la question des origines d'Erna se fait moins présente, du moins dans les lettres. Les tourtereaux y évoquent surtout leur carrière professionnelle et leur amour. Lorsque tu es reparti avant-hier, je me suis retrouvé dans un état très étrange, que je n'avais encore jamais ressenti. Comme si tu avais emporté mon âme avec toi. Nous avons mêlé en un seul le contenu de nos deux âmes. Les parents d'Helmut, d'anciens vignerons prospères, vivent désormais pauvrement à Mayence. Erna est issue d'une famille aisée d'universitaires. Son père est un professeur renommé de l'école forestière d'Eberswalde, près de Berlin. Les parents d'Erna réagissent avec circonspection lorsqu'ils apprennent qu'elle a un petit ami. Et la première rencontre n'y change rien. Le père d'Erna craint qu'Helmut ne puisse pas subvenir aux besoins de sa fille avec son petit salaire d'interne. Mais Erna décide de rester avec Helmut et s'efforce de le voir le plus souvent possible. Ce qui n'est pas une mince affaire, car Helmut travaille à Mayence, tandis qu'elle étudie à Berlin. En 1932, Helmut décroche un poste d'interne au service d'ophtalmologie de l'hôpital universitaire de Münster. Il commence une spécialisation auprès d'un maître de renom, le professeur Aurel von Silly. Helmut n'imagine pas que celui-ci va bientôt tomber en disgrâce et devoir quitter l'université. Il se plonge dans ses travaux universitaires et se montre très enthousiaste quand en mars 1932, il écrit à Erna. Si je parviens à m'initier à cette matière, la situation sera effectivement très favorable pour moi. Je serai l'étudiant de Silly dans ce domaine où il fait autorité. C'est pour que je marche sur ses pas, c'est ce que m'a dit Silly, qu'il m'a fait venir jusqu'ici. Tu vois, c'est un grand projet.
Hors de la faculté, la situation s'envenime. Les combats de rue entre extrémistes de gauche et de droite sont quotidiens. Confrontée au chômage généralisé et à la pauvreté grandissante, la population se radicalise. La démocratie s'affaiblit à mesure que les nazis se renforcent. La question de l'ascendance devient fondamentale. Deux ans après les premiers doutes quant aux origines d'Erna, Helmut, qui veut en avoir le cœur net, appelle sa petite amie. Erna effectue alors une année en milieu hospitalier, à Kiel. Elle était à Kiel quand mon père lui a posé la question fatidique « Qu'es-tu au juste? As-tu des ascendants juifs ?» Et Erna a répondu « Je n'en sais rien, mais je vais demander à mes parents. » Erna sort ébranlée de cet échange téléphonique avec Helmut. Elle lui écrit quelques jours plus tard. Helmut, quelque chose de monstrueux pourrait se produire dans ma vie si l'on devait apporter à cette question une réponse que je n'avais jamais envisagée jusqu'alors. À mon sens, mon frère et moi avons grandi dans une maison et un esprit purement allemand. Et tout notre entourage se sent purement allemand, lui aussi. J'écrirai à la maison ce soir. Qu'en sera-t-il? Helmut, je ne peux l'imaginer. Qu'adviendra-t-il si quoi que ce soit se confirme? Que suis-je? Je me perçois comment? Quelle Allemande suis-je donc? Quelle part tiennent donc le sang, le ressenti, le sens et l'esprit? Depuis la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme grandit dans l'Empire allemand. On accuse les Juifs de tous les maux. La caricature du commerçant juif rapace et celle du politicien juif qui agit en traître sont omniprésentes. Avoir une ascendance juive apparaît depuis longtemps comme une tare. C'est pourquoi la mère d'Erna a tué ses origines à sa fille. Son mari, le père d'Erna, en avait même fait la condition de leur mariage. Il pensait régler ce problème en demandant à sa fiancée d'éliminer tout contact avec sa famille d'origine. C'était un antisémitisme culturel en quelque sorte. C'est très caractéristique de l'attitude de la bourgeoisie envers les Juifs au début du XXe siècle. C'est à la demande d'Erna que sa mère finit par dévoiler ses racines. Elle le fait dans un courrier adressé à sa fille. Il y a effectivement du sang juif dans la famille, et cela de mon côté. Mais j'ai une foi inébranlable en ta capacité à ne pas céder au désespoir et à faire courageusement face à la vie. L'ascendance de son épouse reste manifestement source de déshonneur pour le père d'Erna. Il écrit simultanément à sa fille « Si tu te sens humilié par ce sang juif présent dans tes veines, songe que tu peux toujours te réclamer d'une famille allemande forte de 400 ans d'histoire, une compensation notable dans la considération de ta valeur. » Ma mère a sombré dans un profond désespoir. Elle s'était construite intérieurement, psychiquement, dans l'idée qu'elle était issue d'une vénérable famille patricienne. Et une mère juive n'y avait pas sa place. L'idée de l'infériorité des Juifs est intrinsèque pour Erna. Elle est convaincue qu'Helmut va mettre fin à leur relation. Je ne peux plus rien t'écrire aujourd'hui. Je me sens perdue depuis ce soir. Mon seul souhait est de te revoir une dernière fois. Toi qui fus mon plus grand bonheur. Viens vite, que je puisse te faire mes adieux. Au revoir, mon bien-aimé. Ils s'aimaient tous les deux. Mais cette question s'est soudain imposée à mon père. Est-ce que je peux et veux épouser une femme juive ou demi-juive? Sa décision prise, il lui a dit « Je suis avec toi.
Je reste auprès de toi, nous allons nous marier et affronter cela ensemble. Et c'est là, semble-t-il, que Robert, mon frère aîné, a été conçu. Après cette brève rencontre à Kiel, Helmut doit rentrer à Münster. Commence une nouvelle période durant laquelle ils ne pourront échanger que par écrit. Mais il est clair désormais qu'ils resteront ensemble. Elle, je t'aimerai de toute mon âme et avec un respect infini. Cela doit rester vivant en moi, et ça l'est. Tu as vaincu les ombres et m'as rendu ma vie. C'est à la fois touchant et assez amusant de voir par quel détour elle passe pour faire comprendre à son Helmut qu'elle est enceinte. Le mot « grossesse » n'apparaît pas une seule fois dans ses lettres. C'est par télégramme qu'Erna clarifie enfin les choses. Test positif. J'appellerai à Münster à 19h. Erna. Helmut répond immédiatement à sa bien-aimée. Je crois entendre les coups de boutoir du destin. Le voilà qui se dresse devant nous, forgeant ainsi notre avenir. Il a tranché sur les tergiversations de nos jeunes âmes. Écoute-moi bien, je suis avec toi. Je t'appartiens. Le père d'Erna est toujours opposé à leur relation. Mais il consent à leur union quand il apprend qu'Erna est enceinte. Il y a un merveilleux portrait d'eux, mais il y a aussi cette photo de groupe avec les parents des mariés de part et d'autre, les frères et sœurs et les tantes. Mon grand-père maternel s'y tient très droit sur son siège, avec un visage de marbre. En 1932, Erna ne peut encore imaginer quelle menace le régime hitlérien fait peser sur sa vie. Mais elle sait déjà qu'avoir des origines juives est un grand désavantage. Elle s'en était ouverte à Helmut avant le mariage. J'ai une demande solennelle à te faire, Helmut. Je t'en prie, demande à tes parents, et à quiconque est au courant, d'enterrer la question raciale tout au fond d'eux et de ne jamais l'exhumer. Par égard pour nous tous. Pense aussi aux petits. Münster, dans le nord-ouest de l'Allemagne. Erna, qui a arrêté ses études, y rejoint son mari. Ils louent un appartement dans une villa du centre-ville. Helmut célèbre ses premiers succès à l'université et publie des travaux scientifiques. Hitler a été nommé chancelier en début d'année. Sa prise de pouvoir sonne le glas de la démocratie instaurée par la République de Weimar. Der 30. Januar 1933 wird zum Wendepunkt der deutschen Geschichte. Der neue politische Soldat reicht dem Reichswehrsoldaten die Hand. Dans la rue, les SA font la loi. En 1933, Helmut s'engage aussi dans l'organisation paramilitaire du parti nazi, bien qu'elle, ou peut-être justement parce qu'elle harcèle les gens comme Erna. Mais il n'adhère pas au parti. Nombre d'Allemands visent un meilleur emploi en intégrant les SA. De 1933 à 1934, les effectifs passent de 400 000 à 4,5 millions d'hommes. En mars 1933, naît Robert, le premier fils d'Helmut et Erna. On ignore comment le couple vit les bouleversements politiques. Leurs échanges épistolaires ont cessé pendant plus de 2 ans. Désormais, ils sont ensemble et peuvent se parler directement. Des ombres obscurcissent déjà cette époque. Helmut est considéré comme juif par alliance, car époux d'une demi-juive. Sa femme et son fils sont jugés de race inférieure. Les agressions antisémites sont devenues le lot quotidien dans toute l'Allemagne. Le 1er avril 1933, le gouvernement annonce un boycott national des magasins, études et cabinets juifs. Meine Herrschaften, hier ist Boykott in jüdischen Warenhäusern. Gehen Sie doch bitte weiter. Es sind sämtliche jüdische Geschäfte geschlossen. Les SA se déchaînent.
comme ici à Berlin. Ils souillent les vitrines, intimident les passants et rouent les commerçants de coups. Dans la capitale en particulier, les violences sont extrêmes. Mais des agressions ont lieu aussi à Münster, où vivent Erna et Helmut. Les SA se postent devant 24 magasins pour en bloquer l'accès. La plupart des passants ne réagissent pas. Partout en Allemagne, les nazis installent des panneaux qui excluent les juifs, même dans les plus petits villages. En septembre 1934, naît Hans, le deuxième fils du couple. Ces images montrent une famille heureuse. La carrière d'Helmut prospère, elle aussi. Sa spécialisation en ophtalmologie est validée. Son chef de service, le professeur Aurel von Silly, est de plus en plus sous pression à l'hôpital universitaire. Il est juif, et cela compte plus que son excellence scientifique. Helmut soutient von Silly et signe avec d'autres assistants une déclaration sur l'honneur en faveur du professeur. Il y atteste que Silly lui a dispensé une formation de qualité. Une certaine solidarité demeure dans l'enseignement supérieur, mais elle sera de courte durée. Au lendemain de la prise de pouvoir des nazis, 40 à 45% des médecins du pays adhèrent au parti. Leur profession y est la plus représentée. En 1935, Aurel von Silly est suspendu de ses fonctions. Totalement isolé, le professeur émigrera en Hongrie 4 ans plus tard. Mais avant cela, von Silly fait recruter Helmut, son assistant, dans un cabinet d'ophtalmologie de Stadtlohn, dans la région de Münster. Helmut espère pouvoir y vivre paisiblement avec sa famille. Il sait qu'avec une épouse juive, il ne fera jamais carrière à l'université. Depuis 1933, médecins et fonctionnaires doivent présenter un certificat d'ascendance attestant qu'ils n'ont pas d'ancêtres juifs. La très catholique Stadtlohn compte environ 6000 habitants. Le parti nazi n'y est pas encore majoritaire, mais là aussi on est fidèle au gouvernement. Et dès avril 1933, la ville propose à Adolf Hitler de devenir son citoyen d'honneur. Pour autant, la politique nationale-socialiste locale n'impacte pas le quotidien des Machemer. Dans un premier temps. Mes parents ont pu vivre plus ou moins tranquillement dans la rurale Stadtlohn. Il y avait là des gens dont ils étaient proches et qu'ils trouvaient sympathiques. Nous avons eu une chance incroyable par rapport à d'autres familles de demi-juifs. En septembre 1935, Hermann Göring proclame les lois de Nuremberg, qui relèguent les Juifs au statut de sujets inférieurs. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. L'interdiction n'étant pas rétroactive, elle ne s'applique pas à Helmut et Erna. Mais les lois de Nuremberg font d'Erna une Mischling au premier degré. Et à ce titre, elle est exclue de la communauté du peuple, telle que les nazis la conçoivent. Comme tous les citoyens de l'Empire allemand, les Machemer doivent produire un certificat de filiation pour prouver leur ascendance aryenne. Les représentants des autorités savent désormais que Erna a des racines juives. Et la nouvelle se répand. Le domicile des Machemer se trouve au cœur de la ville. Ils occupent 2 étages sur la place du marché. Et depuis leurs fenêtres, ils voient constamment des croix gammées. Le siège du Parti national-socialiste se trouvant juste en face. Erna et Helmut peuvent difficilement échapper au slogan antisémite. « » Les nazis défilent directement devant leur porte. 「 Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Les représentants de la ville n'ont que mépris pour les personnes d'origine juive, à commencer par le maire, Clemens Blanke. Dans ce discours devant l'Organisation des femmes nationales socialistes, l'enfant du pays expose clairement son point de vue. La pureté de notre race, de notre sang, est la condition nécessaire à la continuité de notre existence. Les nazis rejettent Erna et son mari à la marge de la société. La plupart de leurs concitoyens ne peuvent ou ne veulent pas imaginer ce que cela implique. Pour beaucoup, les Machemer sont simplement des gens riches. C'est ce que pense Thea Wilmer, âgée de 8 ans à l'époque. Thea se rend régulièrement chez eux car sa grande sœur est très amie avec la domestique des Machemer. J'admirais tout là-bas. Ils étaient si bien installés. Pour nous, c'étaient des gens riches. Je me souviens très bien de Madame Machemer, une femme adorable et cultivée. Je la voyais comme ça à l'époque. En réalité, leur situation est de plus en plus critique. Les patients ne viennent plus. En août 1935 déjà, le conseil municipal de Stadtlohn interdit tout contact avec les Juifs. À moins de 50 mètres du domicile des Machemer, l'hebdomadaire antisémite Der Stürmer affiche chaque semaine sa dernière édition. La famille ne peut plus guère échapper à la propagande et à ses conséquences. Les défilés sous leurs fenêtres sont de plus en plus fréquents. Ludger Terlissner a 7 ans à l'époque. Je voyais souvent Madame Machemer quand elle était en ville. C'était une belle femme, petite et brune. Elle avait peur. Et c'est bien compréhensible, vu ce qui arrivait aux autres. Erna et Helmut semblent se réfugier dans leur sphère intime. On ignore ce qu'ils pensaient de la situation politique, faute de courrier de cette époque. En 1937, ils accueillent leur 3e fils, Peter. Mais leur relation de couple pâtit de l'exclusion sociale. Helmut est partagé entre son amour pour sa famille et son aspiration à une vie normale, plus légère. Il entame une liaison avec sa secrétaire. Elle était 100% aryenne et sous-louée chez nous. Ma mère disait « C'est moi la maîtresse de cette maison. Je ne reviendrai pas tant que cette femme n'aura pas fichu le camp. » Et mon père ne le comprenait pas. Il semblait penser que l'on pouvait très bien mener sa vie avec une femme aryenne et avec une autre qui ne l'était pas. Erna est certainement très affectée par la liaison de son mari. Elle n'a pas le droit de travailler, est mise au banc de la société et dépend entièrement de son époux. Elle refuse toutefois l'idée d'un ménage à 3. Elle quitte son mari et part se réfugier chez son père, son nourrisson sous le bras. J'ai désormais l'affreuse certitude que notre couple ne sera bientôt plus qu'un faux semblant. Pour moi, il est inacceptable que tu poursuives sciemment ta relation. Il vaut donc mieux que nous nous séparions maintenant. À Stadtlohn, Helmut se bat pour survivre socialement et financièrement. En 1937, il est exclu des SA. L'organisation paramilitaire ne veut pas d'Aryens juifs par alliance et lui conseille de divorcer. Il pourrait alors réintégrer la communauté du peuple. Helmut prend conseil auprès de son frère aîné, Robert, national-socialiste convaincu. Où que j'aille, les portes et pire encore les cœurs se ferment devant moi. Il est vrai que je suis juif par alliance. Je n'ai donc aucun droit au sein de la communauté du peuple dont je me suis moi-même exclu. Ne penses-tu pas que même Adolf Hitler, dans un moment de faiblesse, pourrait éprouver une certaine compréhension pour un tel acte? Mon père aurait pu se séparer de ma mère, tous ses problèmes se seraient envolés. Mais il lui avait promis de la soutenir.
et avait désormais 3 enfants qu'il adorait. Les merveilleuses photos qu'il a faites de nous petits en sont la preuve. C'est le chassé-croisé. Le couple ne se facilite pas l'existence. Quelques semaines après la proposition de séparation d'Erna, Helmut veut donner une nouvelle chance à leur couple. Pour moi, ce qui nous lie tous les deux est encore plus fort que ce qui nous sépare. Il se peut que je me trompe sur mes sentiments. Je commence à perdre espoir. Cela fait bien longtemps que je n'ai plus le gouvernail de notre vie entre les mains. C'est donc à toi que la décision revient. Helmut quitte sa maîtresse. Après 5 mois d'absence, Erna retourne auprès de son mari et de ses 2 fils avec son nourrisson. Le couple tient bon, malgré les nombreuses difficultés. Les violences antisémites prennent de plus en plus d'ampleur. En novembre 1938, des milliers de magasins juifs et de synagogues sont pillés, détruits, et plus d'1 millier de personnes tuées. À Stadtlohn aussi, des nazis incendient la synagogue et mettent à sac des maisons habitées par des juifs. Après la nuit de cristal, je suis allé voir la synagogue de la Hagenstrasse avec mon père. Une partie des murs était encore debout. Mais j'ai gardé le souvenir effrayant d'un bâtiment qui avait été entièrement détruit par les flammes. La maison des Marhammer se trouve derrière l'église, à quelques centaines de mètres de la synagogue ravagée. Helmut et Erna ne peuvent que constater la façon dont les nazis s'en prennent aux bâtiments juifs. La pauvre femme a dû avoir affreusement peur avec ce qui s'est passé cette nuit-là. En 1939, Helmut est définitivement exclu de la médecine conventionnée. Il ne peut plus soigner que les patients assurés par une caisse privée. Le motif ? Son épouse n'est pas de sang allemand. Et il a, qui plus est, pris la défense de son professeur juif. Dans cette période difficile, Helmut mise sur un règlement d'exception des lois nationales socialistes de Nuremberg, qui stipule « Le Führer et chancelier du Reich peut établir des exceptions aux dispositions des décrets d'application. » Peu après le début de la guerre, Helmut s'engage comme volontaire pour le front. En 1939, les autorités appellent surtout les hommes de 20 à 26 ans et n'auraient pas incorporé un père de 3 enfants. Mais le médecin veut se signaler par son courage pour contribuer à faire reconnaître l'ascendance allemande de sa famille. Au vu du règlement, les citoyens aryens du Reich peuvent obtenir l'aryanisation de leur famille en s'illustrant par des actes exceptionnels. Cette disposition étrange est une lueur d'espoir pour beaucoup à l'époque. Mais la procédure est arbitraire et sans transparence aucune. Les requêtes passent par différentes instances avant qu'Hitler lui-même ne tranche. Cela prend parfois des années et le plus souvent, il les rejette. Selon les historiens, le Führer n'a pas accordé plus de 400 déclarations d'ascendance allemande. Helmut est envoyé en France et plus tard en Roumanie, Bulgarie et Ukraine. Même à la guerre, il a sa caméra sur lui. Il l'utilise souvent, généralement pour filmer le quotidien de la troupe, et se fait aussi tirer le portrait. Sur ces instantanés, le médecin donne l'impression de vivre une aventure avec des amis. Si la Wehrmacht tolère Helmut, bien qu'il soit marié à une demi-juive, comme on le dit à l'époque, c'est qu'elle a besoin de soldats et de médecins pour cette guerre qui ne cesse de s'étendre. Les historiens estiment que des milliers d'hommes, juifs par alliance ou ayant un parent juif, ont combattu dans l'armée du Reich. Helmut écrit à Erna depuis le front.
Le but ultime de tous mes efforts est la reconnaissance de l'arianité de mes enfants. Quand j'y serai parvenu, je pourrai enfin être rassuré et me dire que j'ai fait mon devoir et épargné à mes enfants tout ce que nous avons subi, toi et moi. Malgré la situation de sa famille, Helmut n'a aucune réserve envers le régime nazi. Au contraire, c'est plein d'enthousiasme qu'il évoque la victoire éclair sur la France. Nous devons cette victoire totale à l'immense effet psychologique de nos armes modernes. Le moral des troupes françaises s'est très vite effiloché, et nous nous sommes retrouvés face à un tas de dégonflés. L'invasion de leurs unités par un grand nombre de nègres, mulâtres, indiens et autres n'a certainement pas manqué de précipiter leur désintégration. En quelques semaines seulement, l'Allemagne occupe la France, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Et le régime nazi ne compte pas s'arrêter là. Helmut écrit alors à ses enfants: « Je ne peux pas encore rentrer à la maison. Nous devons d'abord battre l'Angleterre. Nous jetons tous les Anglais à l'eau, parce que leurs avions vous ont lancé des bombes. Heureusement, ils ratent très souvent leur cible. Il faudra être soldat, vous aussi, quand vous serez grand. Car c'est un très beau métier. » Qu'aurais-je fait si j'avais été à sa place? C'est une question très douloureuse, car j'ignore si j'aurais mieux agi. Il est probable que, comme lui, j'aurais cherché le moyen, avec quelques ajustements, mais aussi, sans renier mes valeurs essentielles, de sauver ma famille. À Stadtlohn, Erna vit retirée avec ses 3 enfants. La vie dans la région de Münster est de plus en plus dure pour elle. Non seulement du fait de ses origines, mais parce que depuis 1 an, elle est seule pour élever ses fils. De plus, de nombreux produits comme la nourriture et les vêtements sont rationnés depuis le début de la guerre. Et les exercices de défense aérienne sont quotidiens. Sur la place du marché, devant chez les Machemer, un énorme bunker a été construit. Durant l'été 1940, les premières bombes tombent sur la petite ville. Les nombreuses manifestations des différentes organisations nazies et les hommages de plus en plus nombreux aux soldats tombés au front se déroulent juste devant la maison. Les fils d'Erna ignorent pourquoi leur père s'est engagé. La jeune femme de 31 ans s'efforce d'intégrer au mieux ses enfants au quotidien de la ville. Quand mon frère a eu 10 ans, il a pu entrer dans les jeunesses hitlériennes. Et moi qui avais 1 an et demi de moins, j'étais terriblement jaloux de ne pas pouvoir y aller. Mais ma mère a manifestement accéléré les choses. J'ai pu exceptionnellement rejoindre les jeunesses hitlériennes avec Robert quand j'ai eu 9 ans et demi. Je pense que c'était mûrement réfléchi. Elle voulait que nous gardions notre spontanéité naturelle, notamment avec les enfants de notre âge. Pragmatisme ou conviction? Erna n'en dit rien dans ses lettres. Son plan fonctionne, mais ses enfants n'échappent pas aux invectives pour autant. J'ai croisé un garçon qui m'a crié « Juif ». J'ai aussitôt compris que c'était une insulte. Les enfants le sentent tout de suite quand c'est le cas. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire. À l'automne 1940, Helmut remet à nouveau son mariage en question. Il est déçu par le testament du père d'Erna, dont il espérait davantage. Tout d'un coup, l'ascendance d'Erna revient sur le tapis. Il menace de divorcer. Quant à savoir si je peux m'accommoder de tes origines, j'ai besoin de régler mes comptes avec moi-même sur ce point. Et pour cela, j'ai besoin tout d'abord de la preuve irréfutable de l'ascendance de ton père. Je te prie d'entreprendre les recherches nécessaires sur le champ.
J'ai personnellement entamé des démarches en plus haut lieu pour savoir si un divorce améliorerait le statut des enfants et connaître l'impact de ma participation à la guerre sur ce point. La réponse d'Erna n'apparaît pas dans les archives, mais il ressort des lettres suivantes que le couple s'est réconcilié 2 mois plus tard, après qu'Helmut a imploré l'indulgence d'Erna. À Stadtlohn, Erna se bat pour poursuivre les études de médecine qu'elle a interrompues pour s'occuper des enfants. Elle pourrait passer son diplôme maintenant. Mais depuis 1937, les demi-juifs n'ont plus le droit d'étudier la médecine. Erna espère obtenir une autorisation exceptionnelle. Elle se tourne vers la faculté de médecine de Münster. La réponse arrive quelques semaines plus tard. Le ministre des Sciences, de l'Éducation et de l'Instruction du peuple du Reich a refusé à Madame Emma Machemer, Mischling juive au 1er degré, l'autorisation de poursuivre des études de médecine. Partout en Allemagne, les horreurs commises à l'égard des Juifs s'intensifient. Il n'y a aucune limite à la haine. En février 1941, le film de propagande antisémite « Le Juif éternel » sort dans les cinémas, y compris à Stadtlohn. L'objectif est de faire adhérer l'opinion à la politique allemande d'expulsion et d'assassinat des Juifs, présentés comme de dangereux sous-hommes et comparés à des rats. Sie stellen unter den Tieren das Element der heimtückischen unterirdischen Zerstörung dar. Nicht anders als die Juden unter den Menschen. À Stadtlohn, on fait une publicité enthousiaste à ce film. Le chef d'arrondissement de la police politique, Joseph Amaïs, relate la séance dans la lettre du pays destinée aux soldats du front. Tous les spectateurs présents ont pris conscience que le juif, en tant que race impure, mérite notre plus profond mépris, et que cela doit rester notre credo. Le juif est un parasite pour le peuple. C'est pourquoi il faut l'éliminer. À compter de septembre 1941, les Juifs qui passaient encore inaperçus dans l'espace public ne le peuvent plus. Tous doivent désormais porter une étoile jaune dès l'âge de 6 ans. Des pancartes en informent tout un chacun. Si tu vois ce signe, c'est un Juif. En tant que Mischling au 1er degré, Erna n'a pas à porter l'étoile. Elle n'explique pas non plus à ses enfants ce qu'elle signifie. Ça devait être en 43 ou 44. Je me souviens avoir été surpris en croisant une vieille femme entièrement vêtue de noir, avec une grande étoile jaune sur la poitrine. Je n'avais rien compris du tout. L'unité d'Helmut a été déplacée de Roumanie en Bulgarie. On le croirait presque en vacances d'été en Europe de l'Est au vu de ces images. Les premiers mois, Helmut s'occupe uniquement de camarades souffrant d'affections bénignes. Il craint même que la guerre ne se termine avant qu'il ait eu l'occasion d'obtenir les distinctions militaires cruciales pour lui et sa famille. Nous n'avons pas encore franchi la frontière. Et notre seule crainte est d'arriver trop tard. Car le sort de la Grèce et de la Yougoslavie sera peut-être bientôt réglé. Juin 1941. La Wehrmacht attaque l'URSS par surprise. L'unité d'Helmut est également envoyée sur le front. Les dés sont jetés. Une grande mission nous attend. Tu devines sûrement où nous sommes. Cette fois, de toute évidence, le combat sera impitoyable. Et il faudra tout donner. Risquer le tout pour le tout. Étoile soviétique contre croix gammée. C'est une guerre d'anéantissement que le Troisième Reich mène contre l'URSS et sa population. Mais Helmut n'en semble pas ébranlé. Au contraire,
Dans ses lettres, c'est avec passion qu'il raconte ses missions et jure fidélité à Adolf Hitler. On voit bien ici qu'il avait une vision du Führer Adolf Hitler, je le mets entre guillemets, très naïve, comme beaucoup d'Allemands. À l'arrière-garde de l'unité d'Helmut, les groupes d'intervention et autres organisations SS font un carnage. Selon les experts, ils ont assassiné près de 2 millions de personnes. Les exécutions de partisans présumés, comme à Velich, dans l'oblast de Smolensk en 1942, ou les massacres de juifs, comme à Kharkov, sont presque quotidiens. Mais les photos sont rares. Helmut n'a pas filmé ce genre de scène. Son unité semble ne pas avoir participé aux exécutions. Le plus souvent, les groupes d'intervention n'arrivent qu'après le mouvement des lignes de front. Mais ces crimes ne sont possibles que grâce à l'avancée des troupes et à l'assentiment et au soutien de la Wehrmacht. En Ukraine, l'armée du Reich détruit des centaines de villages. Helmut filme ses camarades en train d'incendier des fermes. La situation de sa femme et de ses enfants n'y fait rien. Helmut a intégré l'idéologie nationale-socialiste. En septembre 1941, il écrit à ses frères « Le travail sera long et pénible pour refaire de ce peuple d'esclaves des fermiers tels que l'étaient incontestablement leurs ancêtres. Mais nous allons en tirer les conséquences. Nous ne donnerons pas la terre au peuple. Nous la ferons cultiver par des Allemands. » En URSS, contrairement à ce qui s'est passé en Pologne et en France, la guerre s'éternise pendant des mois et finalement des années. Voilà près de 2 ans qu'Helmut s'est engagé. À 38 ans, le médecin à l'humeur joyeuse des débuts affiche un visage amaigri et soucieux. Il lui faut soigner de plus en plus de blessés chaque jour. L'ophtalmologiste est désormais urgentiste. Ça se passait juste derrière la ligne de front, le plus à l'abri possible des lignes ennemies, sous les arbres, dans les buissons. On leur amenait les soldats blessés, ils les opéraient et les amputaient immédiatement. En septembre 1941, Helmut obtient la croix de fer de 2e classe. Il s'est particulièrement illustré auprès des blessés lors des combats autour de Mykolaïv. Mais cette récompense est attribuée très souvent. Helmut se fixe alors un nouvel objectif: décrocher la croix de 1re classe, beaucoup plus rare. À partir de la fin 1941, le médecin affronte la première grande contre-offensive soviétique dans l'est de l'Ukraine. À cela s'ajoute l'impitoyable hiver russe et ses températures chutant jusqu'à -50 degrés. Les soldats vêtus d'uniformes d'été se cachent dans des trous pour résister aux attaques soviétiques. Très rapidement, les pertes dues aux gelures dépassent le nombre des blessés et des tués au combat. Désormais, Helmut filme presque quotidiennement des cadavres. Dans son agenda, il note minutieusement le nombre de blessés, de morts au combat et de soldats gelés. Ils sont plus nombreux chaque jour. Les horreurs de la guerre les minent tous. Pouvons-nous compter sur nos hommes? Nous avons déjà passé plusieurs nuits dehors. Nous sommes épuisés et entièrement gelés par ce froid glacial. Vont-ils rester maîtres de leurs nerfs? Et que pouvons-nous faire contre d'énormes chars? Espérer qu'ils n'arrivent pas. À Stadtlohn, Erna et les enfants parviennent à survivre sans attirer l'attention. Hans Machemer a 7 ans à l'époque. Il n'a pas souvenir de discrimination dans son enfance. Nous étions incroyablement préservés. D'une part, grâce à l'amour avec lequel notre mère veillait sur nous et nous éduquait. D'autre part, grâce au tact de nos enseignants, amis et connaissances à notre égard. Je leur en suis extrêmement reconnaissant.
Le courage de cette mère qui tient ses enfants à l'écart de ses soucis est difficilement concevable. Elle n'en parle pas non plus dans ses lettres à Helmut. Du moins, nous n'en avons trouvé aucune trace. La maison juive se trouve tout près de chez elle. C'est là que l'on enferme les Juifs de la ville avant leur déportation vers les camps de l'Est. On les transporte ensuite jusqu'à Münster et de là dans des convois bondés jusqu'au ghetto de Riga. La mère d'Erna s'enfuit alors en Hollande. Elle parviendra à survivre à Utrecht. Les demi-juifs, comme sa fille Erna, ne figurent pas sur les listes des condamnés à mort, mais doivent s'y attendre à chaque instant. Les enfants ne soupçonnent rien de ces atrocités. Un élégant officier est entré dans notre salle de classe. Il était chargé de promouvoir les écoles Adolf Hitler auprès des élèves. Les intéressés devaient être bons élèves, bien sûr, et se signaler en levant le doigt s'ils estimaient avoir les capacités requises. Alors j'ai levé le doigt. J'ai compris bien plus tard que notre gentille maîtresse avait dû glisser à l'officier qu'il valait mieux oublier le petit Hansi Marrömer. Le jour de la déportation des Juifs de la ville, certains enfants sont dispensés d'école. Avec une enseignante, ils entonnent des chants antisémites au départ du convoi. On était là quand ils chargeaient les Juifs dans les camions. Et on chantait une chanson quand ils les emmenaient. Les Juifs tout tordus embarquent et s'élancent sur la mer Rouge. Les vagues les emportent. Le monde est maintenant en paix. Je les vois encore là-haut sur les camions. Comme ils n'avaient rien pour se tenir, ils sont tombés quand les camions ont démarré et sont tous partis pour le camp de concentration. Sur les 10 déportés juifs de Stadtlohn, un seul a survécu. La vie d'Erna et de ses 3 fils est sérieusement menacée maintenant. En janvier 1942, les dignitaires nazis discutent le sort des demi-juifs à la conférence de Wannsee. Les Mischlinge au premier degré sont assimilés aux Juifs, en vue de la solution finale de la question juive. Mais les participants ne parviennent pas à s'entendre et reportent leur décision. Cet ajournement sauvera des dizaines de milliers de vies, dont celle d'Erna Marrömer. Seule avec ses angoisses, la jeune mère de famille n'a pas vu son mari depuis 1 an. Helmut se doute-t-il du danger auquel sa femme est exposée? La division est coincée en Ukraine. Le médecin n'a pas encore fait ses preuves pour mériter la croix de première classe. Le ton de ses lettres change. Si ce carnage dure encore longtemps, aucun de nous n'en sortira vivant. La légèreté apparente de ces images est trompeuse. Erna et les enfants sont menacés de toutes parts, de l'extérieur par les bombardements des forces étrangères, comme de l'intérieur. En tant qu'individu de 2e classe, il risque à tout instant des persécutions. Et pourtant, Erna semble plutôt calme dans ses lettres. Il gèle toujours chez nous, même s'il fait plus chaud en journée. Malheureusement, les avions réapparaissent depuis quelques jours. Nous avons même eu des alertes. Helmut manque à ses enfants. Son fils Robert lui écrit. Cher papa, en mars, nous ne t'aurons pas vu depuis 1 an. Nous sommes pressés de lire la lettre que tu nous as promise. Nous avons fait une tranchée dans le jardin. Elle est pleine de neige. Quand viendras-tu en vacances? Mais le médecin est bloqué sur le front. Sa participation à de nouveaux combats très lourds lui vaut enfin la croix de fer de première classe. Ainsi, un objectif est atteint. Le plus dur des combats qu'il y avait à mener, je crois bien.
Mais je ne partirai pas de là aussi longtemps que ma requête ne sera pas satisfaite. Le 18 mai 1942, 4 jours après cette lettre, Helmut Machemer est tué par un obus tombé sur son véhicule. L'événement est relaté dans le journal du bataillon. Nous reconnaissons clairement sur un train de marchandises un char ennemi qui tente de stopper notre marche victorieuse avec sa dernière munition. Hélas, le sous-médecin Helmut Machemer est mort au champ d'honneur lors de l'offensive. C'est ce que dit l'avis de décès, bien sûr. Il est mort en héros. Personnellement, je ne qualifierais pas mon père de héros. Je dirais que c'était un homme fantastique et un père aimant. Erna pressent que quelque chose ne va pas. Les lettres d'Helmut arrivent très régulièrement d'ordinaire, et voilà 2 semaines qu'elle n'a rien reçu. Cher Helmut, cela fait si longtemps que je suis sans nouvelles de toi que je m'inquiète. Où peux-tu bien être? Et comment vas-tu? Helmut est déjà mort quand Erna apprend qu'il a été décoré. Et elle lui répond. Quelle joie d'apprendre que tu as reçu la croix de première classe. Les garçons et moi te félicitons du fond du cœur et sommes très fiers de toi. Nous permets-tu de remercier notre papa soldat? La nouvelle du décès d'Helmut arrive 2 jours plus tard. Dans l'entrebâillement de la porte, j'aperçois ma mère, qui est assise au bureau et qui sanglote. Je ne l'avais jamais vue pleurer avant cela. Elle sanglotait en martelant le bureau de sa main droite. Et là, j'ai eu la certitude que mon père était mort. 9 mois après le décès d'Helmut, son objectif est enfin atteint. Erna reçoit le certificat attestant de son ascendance allemande. Ses fils et elle ne sont plus considérés comme étant de race inférieure. C'est probablement ce qui leur permet d'échapper aux travaux forcés des bataillons spéciaux. Dans ces unités créées spécialement pour eux fin 1943, les Mischlinge au 1er degré effectuent des travaux physiques extrêmement pénibles dans des conditions misérables. Erna n'achèvera jamais ses études de médecine. Ses 3 fils, eux, feront tous de brillantes carrières scientifiques. Mais jamais leur mère ne leur parlera de son passé. Je pense que ce silence entretenu par toute la génération de nos parents, tant sur la question de l'antisémitisme que sur celle du national-socialisme, est lié à un traumatisme profond. C'est très problématique, en effet, d'ignorer l'histoire. Car si l'on n'entreprend pas ce travail de mémoire, on peut être sûr que tout recommencera 2 générations plus tard.